Chers amis, chers abonnés, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'hypocondrie. Alors l'hypocondrie, ça parle moins aux personnes que cette notion d'hypocondriaque. L'hypocondriaque, c'est une personne, un sujet, c'est une personne qui est frappée par ce trouble de l'hypocondrie. Alors l'hypocondrie, c'est une peur excessive de mourir ou de tomber malade. Qu'un symptôme soit grave. C'est la peur, un jour, d'avoir une maladie grave. C'est tout ça. Mais à la limite, on pourrait mieux le définir. Vous savez que j'aime bien les définitions, c'est très universitaire dans l'âme, mais il faut coller à l'esprit universitaire. On pourrait dire que l'hypocondrie est une pathologie émotionnelle dont la traduction est somatique. On pourrait le définir autrement. L'hypocondrie, c'est une estimation péjorative de l'état d'intégrité du corps, de la santé du corps. L'hypocondrie, c'est une crainte excessive de tomber malade, d'être malade et de mourir. Il y a énormément de choses à dire sur ce trouble, qui d'ailleurs est un trouble qui risque de parler à beaucoup de gens. Il y a énormément de personnes, pour ne pas le dire autrement, qui redoutent, ont peur, craignent d'être malades, de tomber malade, s'inquiètent aux premiers symptômes arrivant, ou du moins au maintien d'un symptôme sur l'espace de quelques jours, et ont peur d'être malades, de mourir, et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment, il faut y voir un trouble anxieux. Alors, les 4 signes significatifs de quelqu'un qui est hypocondriaque, il y en a 4, il n'y a pas d'ordre. Le premier, ça m'a toujours fait marrer ça, il n'y a pas d'ordre, le premier, donc sous-entendu, il y a un ordre. L'un des 4, voilà, l'un des 4, effectivement, la personne, très angoissée, prend son pouls très régulièrement, voire sa tension. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, plus vous prenez votre pouls, plus le cœur peut s'emballer, et plus vous prenez votre tension, plus elle est capable effectivement elle-même d'augmenter. Donc attention à ça. Les personnes prennent leur pouls ou leur tension régulièrement, ce qui aggrave en règle générale la problématique. Deuxième point, autre point, pardon, puisqu'il n'y a pas d'ordre, les personnes foncent sur Internet pour dire « Oh là là, mon petit symptôme, qu'est-ce que j'ai ?» Ils tapent les trucs, voilà, et globalement, la plupart des gens vont dire voilà, ça va, c'est bénin, va voir ton médecin, machin, allez voir le médecin et tout, ok, pas de problème, mais il y aura toujours 5% ou 10% des gens qui diront c'est très grave, ce sont les prémices de, c'est peut-être la perspective de, c'est peut-être le signe annonciateur de, et alors des trucs bien noirs, bien sombres, bien graves, et hop, c'est parti, en allant chercher des informations pour se rassurer, les personnes se sont pris en pleine gueule que potentiellement il y avait un risque de morbidité, il y avait un risque de cancer, il y avait un risque de sida, il y avait un risque de je ne sais quelle maladie grave, et forcément ça accentue la peur d'avoir cette maladie. Donc 5% des informations ou 10% des informations négatives font que ça prend le pas sur 100% sur le global. C'est le point noir, c'est la zone d'ombre qui l'emporte sur la zone plutôt claire et rassurante et apaisante. C'est toute une logique et toute une mécanique. Ce type de personnes, autre point bien sûr, je ne les nomme pas en chiffres, elles foncent en règle générale chez le médecin et il y a une consommation excessive d'abord de médicaments déjà, et ça c'est très grave, parce que c'est de la toxico, hein, c'est de la toxicomanie, c'est une forme de toxicomanie, et d'une, j'ai un symptôme, je ne le supporte pas, donc il faut que je le traite, et il se bourre de médicaments, et ça c'est une véritable catastrophe. Automédication, c'est la pire des choses, on est bien d'accord, même si je sais qu'on n'a pas toujours un médecin sous la main. Et en tout cas, je fonce chez le médecin, et alors je vois le généraliste, je vois le spécialiste, j'en vois peut-être même 2, parce que tel organe est en lien avec celui-là, donc voilà, et si le spécialiste ne m'a pas forcément renvoyé les éléments dont j'avais besoin, il n'a pas été très expliquant, il m'a, voilà, et ben je vais en voir un autre. Et il y a une consommation excessive de rendez-vous médicaux. Dernier point, on retrouve donc l'inverse du point d'avant. Il n'y a pas de chiffres, hein, on est toujours d'accord parce qu'il n'y a pas d'ordre, eh bien des gens qui se détournent et qui ne veulent absolument rien entendre sur tout ce qui est médical. Ils se ferment, c'est une opacité notoire sur tout ce qui est médical. Surtout que je ne sois pas au courant parce que j'ai peur de m'identifier à ce dont on parle dans l'émission, dans le documentaire sur la télé, ou le papier que je vois sur Internet, ou l'article sur telle ou telle chose, donc je me tourne à ça.
Idem pour les médecins et les consultations. Je ne vais pas consulter, j'ai trop peur que mon médecin me dise que je vais mourir. Donc je préfère encore ne pas savoir. Voilà, ça c'est une logique, c'est de l'angoisse, bien évidemment, et au point d'ailleurs même que j'en ai rencontré beaucoup, du moins j'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé, la femme qui vient et qui me parle et qui me dit voilà mon mari il avait un truc, ça fait 1 an qu'il l'a, il est allé voir son médecin, c'est devenu grave, mais si la personne avait été consultée tout de suite, en urgence, façon de parler, rapidement, on n'en serait pas dans ce caractère de gravité. Donc attention, ne négligez jamais un symptôme. Voilà, allez toujours consulter, enfin il y a symptômes et symptômes, on est d'accord, il y a petits symptômes et puis gros symptômes. Il y a le symptôme invalidant, mais invalidant au sens quoi? Au sens symptomatologique du terme, au sens organique du terme, ou au sens psychologique du terme. Donc quoi qu'il arrive, consultez de toute manière, faites-vous aider. Et quand on est la tête dans le sac, et qu'on n'est plus capable de vivre un quotidien autrement que par le biais d'un symptôme, ça va pas. Hein, on est bien d'accord, on est en souffrance. Et quand on est en souffrance, je pense qu'il est souhaitable d'aller se faire aider. J'en suis fondamentalement persuadé, d'ailleurs. Alors parfois, on en est à un tel degré d'angoisse que les gens, ils osent même plus faire de sport, par exemple. Comme ils ont des palpitations ou des strictions thoraciques, admettons, l'impression d'étouffer, je fais pas de sport, je vais mourir. Bon, et finalement, ils se privent de quelque chose dont ils ont besoin. Ça, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle ça vient complexifier, ça vient modifier la trajectoire de la personne à cause du symptôme. Et ça, c'est terrible, ça. Les grandes questions de structure. Est-ce qu'effectivement, ce trouble de l'hypocondrie, est-ce que c'est le fruit d'une structure névrotique ou est-ce que c'est le fruit d'une structure psychotique? Je peux vous dire d'emblée, soyons structuralistes, comme d'habitude sur cette chaîne, ou du moins dans mon propos, ce qu'il est souhaitable de dire d'emblée sur ce terrain-là, c'est que le trouble de l'hypocondriaque au sens individuel du terme, au sens du sujet, présente un trouble, des symptômes, un syndrome, ensemble de signes cliniques, je vous rappelle la définition, transstructural. Qu'est-ce que ça veut dire transstructural? Ça veut dire que ça traverse toutes les structures. On peut être névrosé et avoir un trouble de l'hypocondrie, on peut être psychotique et avoir un trouble de l'hypocondrie, on peut avoir un trouble de personnalité et présenter un trouble de l'hypocondrie, concomitamment, on peut être dans la perversion au sens psychanalytique du terme, catégorie dont on ne parle plus aujourd'hui. Les choses ont évolué au niveau théorico-clinique, mais effectivement toutes structures peuvent présenter des personnes, des sujets touchés, frappés par le trouble de l'hypocondrie. Si on suit un petit peu la logique de nos références en psychiatrie, eh bien on dira que le DSM-5 a fait évoluer un petit peu les choses par rapport au DSM-4. Le terme de trouble somatoforme du DSM-4 manquait cruellement de détails, de précision, de clarté, de limpidité. Donc le DSM-5 a remodelé un petit peu tout ça, non sans une certaine intelligence, en créant une catégorie que l'on appelle le trouble à symptomatologie somatique. Et apparenté. C'est quoi ce qu'on pourrait appeler les apparentés? Ce serait effectivement ce qui est de l'ordre de troubles dépressifs, les attaques de panique, qui n'en restent pas moins un trouble anxieux, les états d'angoisse généralisés, les troubles anxieux généralisés, et autres. Et autres, potentiellement, je vous ai cité les principaux. À un certain degré de réflexion et à un certain degré de problématique, on peut se demander si l'état du patient ne devient pas un état délirant. Parce que ne confondez pas la peur de tomber malade, ou la peur d'être malade, l'inquiétude d'être malade, avec la certitude d'être malade. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous pensez bien que ces deux prismes, ces deux constats, ces deux écoutes, ces deux attentions aux patients ne sont pas caractérisés par la même structure. Il y a de fortes chances que celui qui est dans la crainte, la peur, l'appréhension de tomber malade ou d'être malade, on est plutôt du côté névrotique, on ne perd pas le sens de la réalité, ce qui n'empêche pas l'angoisse, ce qui, voire même la réalité de la névrose, accrédite
exacerbe l'angoisse. Donc regarder les choses avec réalité me semble le meilleur prisme, évidemment, mais ce n'est pas sans parfois accentuer une forme d'angoisse. La réalité est toujours violente. Voilà pourquoi, effectivement, bon nombre d'organisations psychiques essayent d'éluder, d'évincer la réalité. Toujours violente. Violente au sens que ce que l'on y constate parfois dans la réalité ne correspond pas forcément à nos aspirations et à notre mode de pensée. Et bien évidemment, on met souvent en avant ce qui n'est pas la norme, ce qui dévie de la norme. Et voilà en quoi les informations que nous avons parfois à disposition peuvent être pour un certain nombre de personnes très anxiogènes. Donc la réalité est toujours anxiogène, d'où effectivement la tentative de l'éluder, de l'éviter, de la contourner, de la dénier même, d'ailleurs pour ne pas dire. Du moins de s'en arranger. Ça, le névrosé, donc, il perd pas, il a peur de tomber malade, il est dans une crainte excessive, bien sûr, mais il est réaliste et les examens donnés par son médecin en règle générale, les investigations faites au sens médical du terme, le rassurent. Et bizarrement, d'ailleurs, il n'y a pas de bizarrerie dans la vie psychique, son symptôme disparaît. C'est-à-dire qu'une bonne nouvelle médicale, en général, influence le trouble en soi, autrement dit, son symptôme. Amenuise ses peurs jusqu'au prochain symptôme, jusqu'à la prochaine fois. C'est bien une problématique. Alors que le psychotique, tout diagnostic fait par un médecin, tout regard médical et psychologique potentiellement, mais regarder sur la problématique du patient, ne change absolument rien, ne ravise rien, il est toujours malade. Il ne croit pas les résultats, ils se sont trompés, c'est une erreur, ils ont négligé quelque chose. D'accord, ils m'ont expliqué les 3 ou 4 premières phrases, mais la dernière phrase me semble très équivoque. Bref, celle-là fait que... Non, je suis malade, c'est une certitude. Bon. Ça, on est déjà dans un scénario qui pourrait subodorer une forme délirante de l'hypocondrie. Tout ça est à évaluer au cas par cas. Et le DSM-5, lui, il a créé donc cette fameuse rubrique dont je vous parlais tout à l'heure, rubrique à part entière, le trouble à symptomatologie somatique. Et apparenté, on en a parlé tout à l'heure. Et dans cette rubrique, il a créé 2 sous-rubriques, tout se subdivise, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé, tout peut potentiellement se subdiviser. Donc la subdivision, ce sont les troubles à symptomatologie somatique, comme son nom l'indique, finalement, comme la catégorie, la rubrique l'indique, et le second trouble, c'est la crainte excessive d'avoir une maladie. Alors la grande différence entre les deux, il y en a une, c'est qu'en règle générale, dans la première catégorie, le trouble à symptomatologie somatique, on a un symptôme, il y a un vrai symptôme. Il y a vraiment l'apparition d'un vrai symptôme qui dérange, qui perturbe le patient. Donc, il est accaparé par ça, il pense plus qu'à ça d'ailleurs. C'est bien le problème. Donc sa vie est devenue conditionnée, ça dépend du symptôme, ça dépend de sa durée, ça dépend de son intensité, ça dépend de beaucoup de choses. Tout n'est que casuistique, les amis. La personne, quand elle perçoit ce symptôme, tout de suite, automatiquement, après quelques minutes ou quelques heures, se dit « Je crains, j'ai peur d'être malade et de tomber malade ». Il y a une crainte excessive, il y a presque une non-confiance dans le corps et dans les messages du corps, si je puis dire. Après, à quel degré le corps vient revendiquer quelque chose que la vie psychique ne peut pas entendre, ne veut pas entendre ou balaye. Le corps est un allié, je voudrais juste vous le rappeler. Et que la vie psychique et la vie corporelle, symptomatologique, font ménage. Je ne dis pas qu'ils font bon ménage ou qu'ils font mauvais ménage, mais ils ont l'obligation de cohabiter ensemble et de trouver une certaine osmose, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas simple. Alors, ça ne se décide pas volontairement. Hein. On ne se dit pas, le matin en se réveillant, « Oh tiens, je vais faire osmose avec son corps. » Ce qui d'ailleurs serait une très bonne chose. Je vais faire osmose entre ma vie psychique et ma vie corporelle. Voilà, ça serait dans ce sens-là. Ce serait plutôt une bonne chose. Non, non. On ne se réveille pas le matin en disant « Non, non, il n'y a pas osmose, je sens bien qu'il n'y a pas osmose entre ma vie psychique et ma vie corporelle. » Non, non, c'est pas si simple que ça, c'est même pas possible à ce degré-là. On peut s'en rendre compte au bout d'un certain temps. Il y a des messages, de toute manière, psychiques et corporels, qui fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va être au courant, on va le savoir. Voilà. Après, à quel degré chacun va essayer de le savoir le plus rapidement possible, ça c'est propre à chacun, encore comme d'habitude. Le fameux donc second trouble, cette subdivision, la deuxième subdivision, je vous parlais tout à l'heure, la crainte
excessive de tomber malade. Alors là, c'est différent par rapport au cas à symptomatologie somatique. Et donc, dans la deuxième petite catégorie, hein, la crainte d'être malade, de tomber malade, il n'y a pas de symptômes en règle générale. C'est une crainte assez idéologique, quelque chose d'assez obsessionnel. Vous voyez déjà, on change un petit peu de configuration. Il y a un trouble obsessionnel, il y a une pensée idéative, obsessionnelle, négative, j'ai peur de tomber malade. On n'est pas dans le symptôme, on n'est pas dans la symptomatologie, on n'est même pas dans le soma, puisque à la limite on est dans l'idéologie. Il n'y a pas forcément de symptôme ou un symptôme moindre. Ça génère de l'angoisse bien sûr, mais on s'éloigne un petit peu de l'angoisse tout en y étant bien sûr. On se décale très légèrement vers un trouble obsessionnel. J'ai peur je crains de tomber malade. Il y a quelque chose d'obsessionnel. Pourquoi obsessionnel? Parce que c'est récurrent. Voilà. Et désobligeant. Voilà. Une pensée obsessionnelle fabuleuse, voilà, en général, je ne sais même pas si elle va prendre le terme d'obsessionnel. Ce qui va être obsessionnel, c'est la récurrence de la pensée, bien sûr, mais c'est aussi l'affect que ça va générer. Et bien souvent, les gens se plaignent de pensées certes obsessionnelles, mais dérangeantes et perturbantes. Il y a quoi derrière cette crainte, cette peur? Il y a quoi derrière ça? Comment ça se fait, indépendamment du trouble obsessionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure? C'est un trouble principalement, prioritairement, ce trouble-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, l'hypocondrie, c'est un trouble anxieux. C'est un trouble anxieux à part entière. Vous pensez bien. On n'est pas... Alors, il y a des enfants anxieux. On est d'accord. Ils n'ont pas forcément... les enfants, ils ont des symptômes. Hein. Ils ont des céphalées, ils ont des problèmes gastriques, ils ont voilà, des douleurs au ventre. Bon, ils ont ça. Mais à la limite, ils ne se soucient pas de leurs symptômes. C'est pas un problème. Ils ne vous disent pas, tiens, je vais mourir. Non. Par contre, quand on est ado, et si on est toujours anxieux, eh bien, là, il peut commencer à y avoir des peurs de développer une maladie, voire de mourir. Ça dépend du symptôme, ça dépend de son intensité, et ça dépend de sa régularité. C'est surtout donc ado et jeune adulte, très jeune adulte, que ça peut se mettre en place. Au point même d'ailleurs, parce qu'il y a des dérives à ça, à cette peur-là finalement. Notamment une, il faudra absolument que j'en fasse une vidéo, l'attaque de panique. L'attaque de panique. Parce que c'est la plus éloquente, l'attaque de panique. À vivre, c'est la pire. C'est la plus éloquente. Je reviendrai sur tout ça dans une vidéo qui lui sera stricto sensu consacrée. Inutile de vous dire que le quotidien de quelqu'un qui est hypocondriaque est un quotidien parfois très compliqué. Alors tant qu'il n'a pas de symptômes, j'ai envie de dire, si on est dans la première catégorie, de gens qui ne réagissent que de manière momentanée, circonstanciée, c'est-à-dire circonstanciée en lien avec un symptôme. J'ai un symptôme, je m'inquiète, j'ai pas de symptôme, tout va bien, je suis le meilleur. Voilà, ou la meilleure. C'est pas une histoire de genre, comme d'hab, 50-50, la peur d'être malade, la peur de mourir, ça frappe autant des mecs que des nanas, il n'y a pas de différence. C'est tout âge, c'est de tous les âges. Donc c'est un trouble anxieux chronique, en règle générale, et bien évidemment il est rattaché à d'autres angoisses. Il y a une focalisation sur le corps à un moment donné, parce que le corps c'est quoi cette histoire? Est-ce que beaucoup de gens sont dans le déni du corps? Eh bien malheureusement oui. Oui, c'est le corps, ça te permet de te déplacer d'un endroit à un endroit B, le corps tu le nettoies pour qu'il sente bon, tu lui donnes à manger pour que ça puisse avancer un peu, voilà, tu fais dodo un peu parce que la machine elle a besoin de se reposer, mais il n'y a pas au-delà de ça, de ce minimalisme, il n'y a pas une grande considération pour le corps, pas plus que ça. Et ça c'est un souci, parce qu'un corps qui ne se sent pas considéré par la vie psychique qui quelque part le porte, et effectivement ça peut faire la place à quelques messages, n'est-ce pas, corporels, qui viennent raconter un petit quelque chose. Pour moi, tout a du sens. C'est le psy qui vous parle, bien évidemment. Et ça ne serait pas anodin pour des gens qui sont très négligents avec leur corps, de se retrouver avec un corps qui, justement, revendique quelque chose. Parce que le corps, c'est vrai, on en parle souvent, on en parle au sens de la nutrition, de faire de l'exercice, de se déplacer d'un endroit A à un endroit B. On en parle souvent aussi de manière esthétique, hein, voilà, on en parle, voilà, mais on ne parle pas forcément du corps d'autre manière que celle-là. On est vraiment dans le corps utilitariste, le corps un peu objet, finalement objet de la société, et la demande du corps, la demande de la considération du corps doit aller bien au-delà de ça, bien au-delà de tout ça. Voilà. Comment je suis d'ailleurs dans mon corps, est-ce que je me sens bien, voilà, est-ce que je réponds à mes besoins, et ainsi de suite, et ça peut générer, quand il y a un gros hiatus entre la manière dont on organise sa vie et dont on embringue son corps dans sa vie
dictée par la vie psychique, bien évidemment, la vie psychique et idéologique, eh bien le corps peut très bien ne pas s'y reconnaître. Il peut y avoir des coups de canif dans le contrat de bienveillance avec soi-même, et le corps est tout à fait capable de revendiquer pour dire « Stop, j'en peux plus ». C'est très intéressant de se pencher sur ces réflexions-là. D'ailleurs, quand le patient il amène son symptôme, voilà, docteur, ou chez le psy d'ailleurs, mais c'est souvent les médecins en premier, d'office. C'est très rare quand quelqu'un est dans un trouble de l'hypocondrie et qui débarque chez le psy. C'est très rare. Ça arrive, je ne dis pas le contraire, je dis c'est plus rare. Ils font chez le médecin. À partir du moment où on dit au patient, où le médecin lui fait comprendre, c'est souvent le médecin qui accueille ce patient principalement, c'est logique, symptôme égale démarche médicale. Les gens se disent pas, tiens, j'ai un symptôme, je vais aller voir le psy. Ils n'ont pas cet automatisme-là. D'ailleurs, c'est même pas le symptôme qui est intéressant, c'est comment se fait-il que le symptôme me mette dans un tel état de détresse psychique, me fasse autant augmenter mon angoisse, me fasse autant avoir peur. On est bien du domaine de la psyché, là, on est bien d'accord. Mais le patient, il ne fait pas toujours le lien, il le fait même assez rarement. Je vais porter ça dans le registre médical. Ce n'est pas son fondement, mais c'est prendre finalement le problème par un axe, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, voilà, c'est pas une lorgnette, mais enfin bon, c'est par le petit bout de la lorgnette, et finalement en négligeant toute l'armature de la lunette en entier. Voilà, parce que ça serait plutôt le versant psychologique, le symptôme et l'aspect médical ne seraient qu'éventuellement là, dans un trouble de l'hypocondrie qui en règle générale, à au moins plus de 80% des cas, est bénin en règle générale. L'angoisse ne l'est pas, mais le trouble en lui-même, médicalement parlant, est bénin. Regarder l'aspect médical, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Donc, docteur, j'ai ça, docteur. Bon. Donc ça va dépendre de comment le docteur va traiter effectivement cette demande. Et surtout cet état de souffrance en lien avec le symptôme. Donc le docteur, il reçoit deux choses là, à ce moment-là. Il reçoit un symptôme à traiter, à comprendre, et il reçoit surtout un état de souffrance terrible, un état de détresse. Docteur, j'ai peur de mourir. Certes, j'ai mon symptôme, mais ce symptôme me fait avoir peur de mourir. Donc le médecin, il doit traiter deux choses. Il doit traiter effectivement une investigation sur le corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Il doit faire et déclencher les examens afférents. Et il doit aussi traiter, psychologiquement parlant, si je puis dire, il a deux casquettes à ce moment-là, il doit traiter l'aspect psychologique, la détresse, l'état de détresse de son patient. Le patient, s'il se sent écouté et considéré par son médecin, en règle générale, ça va mieux. Rien que quand en sortant du cabinet, ça va mieux. Même s'il n'a même pas fait, il a juste l'ordonnance pour aller faire la radio, l'examen, le scanner, la prise de sang, ce que vous voulez. Rien que le fait que le médecin lui a dit « Vous inquiétez pas, ce que vous présentez là, ça me semble pas absolument dramatique, on va faire des vérifications, on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais ne vous inquiétez pas, le patient il ressort du cabinet, déjà il est rassuré. » 2 heures après, ça recommence, mais déjà, sur le moment, il est rassuré. Pourquoi il est rassuré? C'est très psychologique tout ça, parce que son symptôme et son message et son discours et sa détresse a été prise en considération. Malheureusement, il y a des patients qui ressortent du cabinet de leur médecin ou d'un médecin et qui peuvent avoir l'impression que finalement leur symptôme n'a pas été suffisamment considéré. Alors peut-être le symptôme, mais en tout cas certainement pas l'état de détresse. Bon. Eh bien là, on franchit un cap et on a une angoisse qui augmente. C'est pas la faute du médecin, c'est que le patient il est tellement demandeur de quelque chose, il voudrait tellement qu'on lui explique, enfin presque à la limite qu'on rentre dans le corps, qu'on dit tu vois ça va là, ça c'est normal, ça ceci, ça cela, mais ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. D'où effectivement les scanners, IRM et tout ce qui s'ensuit, voilà éventuellement bilan sanguin et tout ça. Mais si le patient n'est pas suffisamment rassuré, compte tenu que sa demande est en général démesurée, effectivement, il peut ressortir plus inquiet. Ça, c'est le souci. Ça arrive. Voir le médecin, une fois que les résultats sont tombés, il n'y a rien. Monsieur X, Madame Y, il n'y a rien. Tout va bien. Patient, il est super désarçonné, mais non, tout va pas bien. J'ai mon symptôme, et il augmente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est que ces troubles-là, ça peut être tous les symptômes de la Terre, comme dirait l'expression, mais fondamentalement, on peut retrouver très rapidement tout ce qui est de l'ordre de la palpitation, raideur, céphalée, troubles gastriques, maux de ventre, dyspnée, difficultés respiratoires. Voilà, on pourrait trouver vraiment l'excès de fatigue. Tiens, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont... il y a le vrai symptôme, il y a un vrai symptôme, on le voit, on le constate,
il n'est pas forcément grave, mais on le voit, et puis il y a le symptôme qu'on ne voit pas, ou le patient qui raconte qu'il est fatigué. Voilà. Et ça, c'est très difficile à évaluer. On fait un bilan sanguin, et on s'aperçoit que tout est aux normes, et à la limite, bon, bah, on n'explique pas vraiment cette fatigue, si ce n'est de donner quelques compléments alimentaires, ou des vitamines, et ainsi de suite. Et le patient, bah, il y a un peu de magnésium, un peu de calcium, ainsi de suite. Et le patient, il peut être très désarçonné par ce genre de choses. Vous pensez bien que les gens qui ont le problème de l'hypocondrie sont des gens anxieux, et anxieux depuis un certain nombre d'années. Voilà. Vous pensez bien que la vie de ces gens-là, quand on leur dit, bon, dis donc, alors, votre corps, ça va, ou voilà, ou en attendant qu'il aille mieux, ça va votre vie psychique, enfin, votre vie psychique, ça va dans votre vie, machin. Et vous avez, c'est pareil, des patients chez le médecin qui sont très, très étonnés, oh, ben non, mais pourquoi vous me demandez ça, docteur, ben, je comprends pas, et ainsi de suite. Attention, je pense que le médecin, il n'a pas tort toujours de dire, bah dis donc, la vie psychique, comment ça marche là-haut, hein, comment ça va la vie. Mais bon, globalement, on a assez rapidement, 70%, je bosse pas à la Sofres, c'est pas la question, mais 70% des gens qui vont reconnaître que, bon, docteur, vous faites bien de me parler de ça, parce que, effectivement, ma vie psychique, ça va pas du tout. Enfin, pas ma vie psychique, ça c'est moi qui parle, mais ma vie, voilà, ma vie, ça va pas. Ma femme ceci, mon mari cela, mes enfants ceci, mes enfants cela, mon boulot ceci, mon boulot cela, ma famille ceci, ma famille cela, les finances ceci, les finances cela. Bref, donc très rapidement on voit que c'est compliqué pour l'être humain. Ça on le sait, mais il y en a qui surfent sur les complications. Faut être champion du monde du surf, hein, je vous le dis tout de suite, et d'autres qui surfent moins bien, qui seraient plutôt comme qui dirait dans le creux de la vague d'ailleurs, d'une certaine manière. Voilà, et ça c'est toujours intéressant de faire comprendre aux gens que d'accord, le symptôme il est là, il est emmerdant, on va investiguer, ou il n'y a rien de particulier, donc tant mieux, hein. Combien de patients j'ai rencontrés qui m'ont dit j'ai vu mon médecin, ok super, qu'est-ce qu'il dit? Ben rien, enfin rien. Il dit que les examens sont bons. Et en fait moi tant mieux. Mais non, pas tant mieux, je sais pas, bah du coup je suis chez vous. Alors ça c'est souvent ça, voilà. Puisque c'est pas médical, c'est psychologique. Ah bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Alors comment ça marche tout ça? Alors là, tu comprends comment ça s'attrape, c'est même plus l'histoire du petit bout de la lorgnette, parce qu'il n'y a même pas de lorgnette. Ou alors il y a une vague lorgnette, quoi. Ou alors il y a une ficelle qui pourrait te permettre, si tu la tires, si elle ne casse pas, si tu la perds pas, de t'amener uniquement au petit bout de la lorgnette de ta problématique. Et ça, je peux vous dire que l'histoire de la psycho, je suis quand même bien placé pour le savoir, c'est 23 ans de consultation qui vous parlent, eh bien, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'excessivement compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que ça se traite, heureusement. Alors, vous savez, les gens qui vont pas bien au niveau symptômes, investigation médicale, anxiolytique, voilà, parce que ça fait retomber la pression, et puis effectivement, on cherche les apparentés, là, attaque de panique, donc il y a des choses à comprendre, troubles dépressifs, malheureusement, donc les gens sont à traiter avec antidépresseurs, ou psychothérapie, psychothérapie, voilà, donc ça se traite tout ça, mais ça se prend en charge, ça se traite pas tout seul en lisant des bouquins dans son coin, je suis pas sûr que ça soit le meilleur traitement. Est-ce que l'être humain est capable de se rassurer par lui-même? Bon, ben j'ai un petit peu peur de vous dire que non, pourquoi? Ben parce que tout simplement ça se saurait. Voilà, ça se saurait, il n'y aurait pas de médecin, il n'y aurait pas de psy, il n'y aurait pas de tout ça. Bon, donc si on est là, c'est justement pour essayer d'accompagner, d'aider, d'outiller, de rassurer un certain nombre de gens qui ne vont pas, d'expliquer, bien évidemment, accompagner, accueillir, recevoir. Voilà, la demande d'un patient, la problématique d'un patient, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit organique, voire les deux. Et je vous dis, il y a une double demande quand chez l'hypocondriaque, il y a la demande en lien avec le symptôme, mais il y a aussi la demande au sens détresse, de la détresse. Entendez ma détresse. D'ailleurs, mine de rien, sans que les gens se rendent compte, il y a une demande d'attention, bien souvent, chez la personne qui souffre d'hypocondrie, parce que pendant qu'elle a ce symptôme, malheureusement, elle aurait rêvé de ne pas l'avoir, on est d'accord, il y a une demande de considération, occupez-vous de moi. Et c'est vrai que ce sont en général souvent des gens qui sont un peu dans le creux de la vague, et puis qui sont un petit peu négligés, qui sont à fond dans un truc, qui négligent tout un tas de choses. Ils s'occupent des autres potentiellement, on ne s'occupe pas d'eux, ils croient qu'ils gèrent, et vous savez, l'être humain, il croit qu'il gère, alors il gère pendant un certain nombre de temps. Et voilà, la vie psychique est capable d'avoir effectivement une vision des choses en disant, voilà, j'applique ça, ça, ça et ça, et le corps est capable de dire, oula, attention, c'est pas si simple, j'ai bien tenu pendant un certain nombre de temps, mais là, je commence à pêcher physiquement. Donc, derrière ce symptôme, on pourrait y voir une demande d'attention, totalement inconsciente. Mais si le symptôme est bien pris en charge, et la détresse aussi, en général, ça fait du bien à la personne, ça joue sur le symptôme. Si les résultats sont eux-mêmes rassurants au sens médical du terme,
c'est parfait, grand chelem, et psychologiquement, le fait d'avoir été considéré, ou que dans la famille, parce que la personne a un symptôme, on s'occupe un petit peu plus de lui, on le voit de manière plus sensible, plus touchée, plus affectée. Ça fait moins le côté un peu, voilà, homme surnaturel ou femme surnaturelle, super maman, super woman, et ainsi de suite. Et ça joue beaucoup psychologiquement, psycho-corporellement parlant. Il peut y avoir des troubles hypocondriaques en lien avec un deuil. Il peut y avoir des troubles hypocondriaques parce qu'un parent lui-même avait des troubles hypocondriaques. C'est-à-dire que l'enfant a vu le parent s'inquiéter parce qu'il avait un symptôme ou une petite maladie. Voilà, il peut y avoir tout ça, il peut y avoir un événement compliqué, ça peut être des personnes très stressées, en règle générale. Il peut y avoir derrière un état dépressif dont je vous ai parlé, un trouble de l'humeur, un problème thymique. Il peut y avoir un trouble anxieux historique, une anxiété généralisée, pas d'affolement si vous avez un petit symptôme, allez consulter tranquillement, et puis faites vos investigations médicales et essayez de comprendre ce qui se passe sur un terrain médical, bien sûr, organique, et faites attention à vous, n'abusez pas de tout un tas de choses, bien sûr, ça c'est de la recommandation d'usage, et psychologiquement parlant, n'ayez pas peur de regarder, ce n'est peut-être pas aussi simple que cela. De toute façon, la vie psychique, elle est jamais simple. Donc déjà, n'essayez pas de faire simple avec la vie psychique, et plus vous allez dénier la vie psychique, et plus elle est capable de revendiquer. Prenez tous un immensissime soin de vous. À vendredi prochain.